Heureuse année à tous, bienvenue à votre premier numéro de ce qu'il fallait démontrer de cette année 2025. Nous engageons une nouvelle saison et c'est donc parti avec ce tout premier numéro. Et mon invité toujours fidèle au poste, Anissé Carlos Oké, bonjour. Bonjour. Bienvenue par ici. L'actualité entre-temps a été très fournie, faut-il le dire. Il y a eu par exemple les attaques au nord du Bénin, qui ont coûté la vie à une trentaine de soldats béninois. Il y a eu les Vodou Days et toute la polémique autour notamment. Il y a eu cet anniversaire aussi qu'on peut évoquer notamment lié à l'agression du 16 janvier 1977. Il y a eu aussi beaucoup de choses qui se sont passées au plan politique, notamment la révision de l'équipe gouvernementale de Patrice Talon avec le départ de Sam Sédoua Dambia, l'improviste, en dehors de cette sanction qui lui est tombée dessus au niveau de son parti. Beaucoup de sujets donc disponibles, mais on va se contenter de trois principalement, si le temps nous le permettait. On va surtout parler des Vodou Days et de toute la polémique qui a entouré cette célébration, faut-il le dire, mémorable. On va parler certainement des dernières attaques au nord du Bénin. L'agression djihadiste a coûté quand même, je le rappelais tout à l'heure, une trentaine de vies dans le rang des soldats béninois. Quelle riposte, quel ressenti au plan national et quelle riposte éventuelle à proposer. On parlera de ça ici, le temps nous le permettait, on reviendra sur cet anniversaire du 16 janvier 1977. Cela fait quand même environ 50 ans, sinon pour être plus précis, 48 ans maintenant que Bob Denard a lancé l'opération dite Crevette contre le Bénin de Mathieu Kérékou d'alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que l'agression a pu être repoussée? Eh bien, on pourrait revenir là-dessus et s'inspirer pour voir qu'est-ce qu'il reste de la fibre patriotique chez les Béninois quand il s'agit des questions liées à la survie de la nation. On commence donc par les Vodou Days. Anissé Carlos Oké, encore une fois, bonjour. J'espère qu'on a bien fêté. Heureuse année. Merci, heureuse année à toi aussi et merci. À tous les téléspectateurs qui nous suivent fidèlement. Alors, les Vodou Days, 3 jours de fête d'affilée à Ouidah. On a focalisé toutes les attentions, notamment nationales et internationales, sur cette petite ville du Bénin, en Afrique de l'Ouest, sur 3 jours. C'est même au-delà de ces 3 jours précisément. D'abord, quel bilan, dois-je dire, retenez-vous fondamentalement de cette célébration, en tout cas pour cette édition? Alors, j'y étais et donc je peux vous dire que cette édition a été un grand succès parce que l'organisation était quasiment parfaite. Je dis quasiment parce que la perfection n'est pas de ce monde et que toutes les attentes ont été comblées. Nous avons assisté à 3 jours de ferveur, 3 jours de spectacle épique, 3 jours de kermesse. Et j'ai été heureux de constater qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues visiter le Bénin dans le cadre de ces Vodou Days et qui sont repartis enchantés. Oui, mais 3 jours, d'accord, fixé certainement par une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Pour célébrer les Vodou, on a besoin de 3 jours. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup? C'est la première polémique soulevée. Oui, vous savez, nous sommes une nation à polémique et nous polémiquons au sujet de tout. Non, je pense qu'il faut d'abord retenir que si les Vodou Days occupent 3 jours, ce n'est pas parce qu'on leur fait une faveur particulière à ceux qui adorent le vaudou. Parce qu'avant ça, toutes les autres religions avaient plus de 3 jours, enfin au minimum 3 jours dans l'année pour célébrer la naissance d'un prophète, la naissance du Christ, différentes célébrations. Donc, les Vodou étaient un peu comme les parents pauvres. Il a fallu que Nicéphore Sogoulou en 92 se dise mais quand même, nous venons de quelque part, nous avons une culture et on ne peut pas considérer, parce que certains nous ont mis dans la tête que notre culture était moins intéressante et moins valorisante que la leur. On ne peut pas continuer de penser que notre culture ne vaut rien. Et a décidé de fixer une date pour que les Vodou soient célébrés. Mais chemin faisant, on peut trouver à améliorer ce qui avait été fait par Nicéphore Sogoulou. Et je pense que c'est ce que Patrice Talon a fait en concentrant
la période de Vodou Days sur les 3 jours qui permettent à un touriste qui débarque de quelque part de rester sur place à Ouidah, d'avoir tout ce dont il a besoin et de repartir avec une programmation bien stricte. Ouais, on a dit que c'est pour effacer aussi le 10 janvier par exemple. Alors ça, j'avoue que je ne comprends pas très bien comment on pourrait effacer le 10 janvier puisque le 10 janvier se trouve juste au milieu de... La loi dit le deuxième week-end, je crois, du mois de janvier. Mais on s'est bien arrangé pour que le 10 janvier en fasse partie. Et donc je pense qu'il n'y a pas de polémique. On a juste voulu mettre un jour avant le 10 janvier et un jour après le 10 janvier, c'est tout. Donc je pense que le 10 janvier n'a pas été effacé. Parce que, bon, on aurait pu mettre les Vodou Days au mois de mars ou d'avril, mais on s'est arrangé pour le mettre au 10 janvier, enfin, dans les encablures du 10 janvier, pour que tout le monde se rende bien compte que c'est la célébration du Vodou qui est visée. Alors, au moins pour cette année et pour cette édition, on a eu une idée à peu près de combien on a dépensé. 1 milliard de francs CFA. On a longtemps entendu, hein, c'est pas le fort de ce gouvernement, de nous dire combien il dépense, en tout cas dans les grandes réalisations. 1 milliard, c'est beaucoup, hein, pour 3 jours de fête. 1 milliard, c'est beaucoup, peut-être par rapport aux organisations mineures que nous avions eues par le passé. Mais il fallait aller au Vodou Days pour voir que les choses avaient été faites en grand. Et nous avons été habitués d'ailleurs depuis quelques années à ce qu'il y ait des organisations de certains niveaux. Et 1 milliard, pour ce que nous avons vu à Ouidah, c'est à mon avis... un minimum. Parce qu'au-delà de ce qu'on a pu dépenser pour l'organisation, il y a tout l'investissement qu'on a fait à Ouidah pour préparer les Vodou Days de cette année. Et ce n'était pas un petit investissement. Ouidah a été pratiquement changé. Et le nouveau visage de Ouidah n'est pas à 1 milliard près. Donc je pense qu'1 milliard, c'est juste par rapport peut-être à l'organisation pratique des Vodou Days. Sinon, je pense que fondamentalement, l'organisation, la préparation pour cette année a été bien plus coûteuse que ça. Et je pense que pour la prochaine année, on aura un budget encore plus coûteux pour la simple raison. Je suppose, pour la simple raison que l'année dernière, on nous avait dénombré 100 000 visiteurs. Cette année, je ne sais pas encore combien, mais je suppose que c'est bien plus que ça. On s'est lancé le défi d'1 million de visiteurs à peu près donc, sur la semaine. On se donne les moyens d'aller chaque fois un peu plus loin. Donc, c'est normal que le budget soit grandissant. Oui, mais justice pour justice. Vous l'aviez dit tout à l'heure, les autres religions avaient plus de 3 jours pour célébrer justement quelques références dans leur histoire. Et donc, c'est justice faite au Vaudou que d'avoir 3 jours. Si cela est ainsi, il faut prévoir aussi 1 milliard pour chacune des autres religions, pour les fêtes aussi. Alors, c'est là où peut-être il y a une polémique qu'il faut tout de suite éteindre. L'État n'investit pas pour que les Vaudous puissent être célébrés comme religion. L'État investit pour que la culture, l'art et la gastronomie qui se sont construites autour des Vodou puissent être célébrées, montrées au monde entier comme étant quelque chose qui nous est propre. Donc c'est notre identité qui est attachée au Vodou que le gouvernement exploite, ce n'est pas le Vodou lui-même. D'accord? Donc, comme je l'ai dit sur un autre plateau, ceux qui sont venus au Vodou Days avec une certaine foi sont repartis chez eux avec la même foi. Donc, personne n'est venu se convertir au Vodou Days. Et c'est l'aspect pittoresque de tout ce que notre culture offre autour des Vodous que le gouvernement exploite pour faire prospérer le tourisme dans notre pays. Donc, il y a une économie de tourisme qui se crée et qui n'a rien à voir avec le Vodou en tant que religion. Parlons de la fête et de la mobilisation internationale. C'est surtout ça qui était visé, c'est-à-dire orienter le plus grand nombre de regards possible sur Ouidah pendant ce laps de temps-là. Vous avez vraiment l'impression qu'on nous a regardé, que les gens se sont intéressés vraiment à nous là? Moi, j'ai regardé quelques vidéos. Ce sont les étrangers qui parlent le plus du Bénin. Et en fait, aujourd'hui, ce sont les étrangers qui saluent les performances du Bénin.
nous-mêmes, nous avons toujours le sentiment que, bon, il y a des choses à redire sur tout ce que nous faisons. Et cette mobilisation naturelle que les autres pays engagent autour de toutes les activités qui sont d'envergure nationale, on ne le retrouve pas toujours chez nous. Peut-être parce qu'on veut toujours mieux. Moi, non, pas toujours parce qu'on veut mieux. Moi, je suis allé au Vodou Days et je n'ai pas vu toutes les figures politiques, par exemple, qui auraient fait, comment on dit, qui ensemble nous auraient donné le sentiment que nous appartenons à une même nation. Peut-être qu'on ne les a pas invités. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que je ne les ai pas vus et que moi je suis un peu resté sur ma faim par rapport à ça, parce qu'un événement comme celui-là devait être un creuset dans lequel tous les enfants du pays se retrouvent, et peut-être qu'après un événement comme ça, le mercure du thermomètre peut tomber même parce qu'on a pu se parler, parce qu'on s'est chamaillé, parce qu'on s'est tapé dans le dos, et on a peut-être pu échanger quelques mots pour faire baisser la tension politique. Donc je n'ai pas vu ça et c'est mon grand regret. Et c'est normal donc que ceux qui n'étaient pas là-bas trouvent les arguments pour déconstruire tout ce qui a été construit là-bas. Si les politiques ne sont pas peut-être venus, c'est peut-être pour laisser l'Alliance populaire prendre le devant des choses. On sait que toute présence politique est toujours interprétée, et tout propos d'acteurs politiques dans quelque position que ce soit est toujours interprété. Et donc il vaut mieux laisser les populations célébrer justement leur fête. Oui, mais vous savez, j'ai vu Nicéphore Soglo. Mais il n'est plus acteur politique. Et si j'ai vu Nicéphore Soglo, c'est que certainement d'autres ont été invités. Et on n'a pas pu se contenter d'inviter que Nicéphore Soglo. Quand même, sa ville, mettons la ville natale de son épouse au feu. Et vous pensez que c'est la seule raison pour laquelle il est venu? Je ne sais pas trop. Non, en plus, c'est lui qui a installé quand même le 10 janvier. Ça fait plusieurs raisons pour lesquelles il est venu. De rendre hommage à son initiative, oui, et de saluer sa vision. Donc, non, moi je pense qu'on aurait pu trouver le moyen vraiment de fraterniser autour de ces Vodou Days, au-delà, parce que toutes les religions, au-delà des polémiques que nous essayons de faire enfler, toutes les religions se tolèrent dans notre pays. Il n'y a pas de problème religieux, il n'y en a pas du tout. Et donc, je pense qu'il n'y a même pas de congrégation religieuse qui soit véritablement remontée. Ceux qui parlent, ce sont ceux qui ne sont même pas concernés par les religions et qui lancent des polémiques. Bon. Donc, au-delà de ça, moi je dis, quand on organise la Coupe des Nations de football dans un pays, tout le monde est présent. Quand on a un festival de musique, tout le monde est présent. Donc les Vodou Days, c'est notre marque de culture, et ça devrait mobiliser tout le monde, parce que même quand Patrice Talon sera parti, si c'est un opposant qui prend le pouvoir, il faudra bien qu'il organise ses Vodou Days à lui aussi. Donc si on doit instituer les Vodou Days, ce n'est plus le patrimoine que de Patrice Talon, c'est le patrimoine du Bénin. On parlera de Vodou Days après Patrice Talon. On projettera pour voir, en tout cas même si on n'est pas beaucoup, on peut jeter les coris, voir ce à quoi ça peut ressembler. Continuons toujours à se demander ce que, je dois dire, le monde entier a pu voir à travers les Vodou Days. Je veux déjà faire remarquer que pour la première édition, on nous avait fait venir, mettons quoi, les Brésiliennes, puis l'artiste Kofi Olomide, et on s'est demandé quel lien ils avaient avec le Vodou Days. On nous a trouvé mieux cette année, on est allé aux Antilles pour nous sortir le groupe Kassav. C'est beaucoup mieux, non? C'est peut-être mieux parce que d'abord Kassav a une histoire qui est liée un peu à l'histoire du terroir. On peut dire que ce sont des descendants des esclaves. Comme on peut le dire aussi des Brésiliennes, même si bon, la prestation a laissé quand même sur sa fin. Notre vaudou existe au Brésil. Absolument. Donc oui, on pourrait dire la même chose. Mais la polémique autour des Brésiliennes était autour des bikinis. Parce qu'elles étaient venues avec leur façon à eux de célébrer de célébrer le vaudou. Et nous avons trouvé ça choquant. Et donc, bon, cette année, il n'y a pas eu de Brésilienne. Et on est allé nous chercher Kassav, qui est quand même un groupe mythique et qui, ma foi, a fait un spectacle qui a tenu tout le monde en haleine. La palette d'artistes invités, on a fait suffisamment de place aux artistes nationaux. Cette fois-ci. Mais est-ce qu'ils étaient vraiment à la hauteur? C'est ça qu'il faut se demander, surtout parce que la prestation n'est pas seulement à l'endroit des Béninois, c'est à l'endroit du monde entier. Et c'est là où parfois il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles on laisse tomber, on laisse en rade nos artistes pour en
en prendre d'autres. Parce qu'il y a un niveau de prestation qui s'impose sur un certain nombre de podiums. Et il faut dire que nous n'avons pas été tout à fait satisfaits de la prestation de certains artistes et qui ne savent pas encore tout à fait maîtriser le live. Et que bon, devant le monde entier, ils ont peut-être fait piètre figure et ça ternit un peu l'image de la manifestation. Bon, donc on comprend un peu pourquoi par moment on est obligé de les délaisser. Je crois qu'il faut peut-être aider nos artistes à travailler davantage en prévoyant même déjà de les inviter pour le prochain Vodou Days. Il faut déjà commencer par les entraîner de façon à ce qu'ils soient à la hauteur, parce que c'est un tout, les Vodou Days. Et il faut aussi que la musique béninoise puisse y avoir sa place. Et avoir justement quelques instants pour s'exprimer. Au-delà peut-être des artistes qui ont presté, au-delà des gens qui nous ont regardés, qu'est-ce qu'on a vraiment gagné, à votre avis? De la visibilité. Ah oui? Et je pense que c'était le but. Ah oui? De la visibilité, parce que le Bénin s'est quelque part révélé. Comme je vous l'ai dit, c'est de dehors que les gens apprécient ce que nous faisons. Et nous-mêmes, nous avons le sentiment que ce n'est pas grand. Nous avons le sentiment que c'est ordinaire. Non, dehors, les gens ont le sentiment véritablement que ce petit pays a quelque chose à faire valoir. Et c'est ça qui est important. Ensuite, il y a quand même que nous avons gagné de l'argent. Ah oui? Même si on ne nous fait pas le compte, même si on ne nous fait pas le point, ce n'est pas que l'État qui a gagné l'argent. Il y a beaucoup d'individus, beaucoup de personnes qui ont gagné de l'argent dans les Vodou Days. Ceux qui sont venus vendre que de l'eau sont entrés avec une fortune. Ceux qui sont venus que pour babouiller votre visage, pour prendre 1000 francs, 500 francs, sont rentrés avec une fortune. Les émigrants qui sur 200 mètres vous disent que c'est 500 francs ou rien, ont gagné beaucoup d'argent. Moi, je connais l'histoire d'une dame qui habitait à côté d'une maison où il y avait 86 personnes qui ont été logées pendant les Vodou Days. 86 personnes. Cette dame vendait peut-être 20 ou 30 plats à Tassi, elle vend le à Tassi, 20 ou 30 plats peut-être dans la journée, pas plus. Mais pendant les Vodou Days, pour manger à petits coups, les 86 personnes lui ont demandé de leur faire un repas matin, midi et soir. Ah oui. Donc, elle a livré 86 repas midi et soir pendant au minimum une semaine. Elle ne va pas se plaindre. Vous voyez? Donc, si vous avez quelque chose à vendre et que vous venez au Vodou Days, vous rentrez avec de l'argent. Mais si vous venez juste en tant que spectateur, c'est normal que vous vous demandiez ce que ça apporte. Voilà, donc il y a toute une économie touristique qui s'est organisée à Ouida et nous avons vu des gens qui étaient très heureux. Vous voyez, les vendeurs d'objets d'art, les vendeurs de choses, d'objets artistiques, vraiment ils ont fait de très bonnes affaires. Il y avait une forte communauté étrangère et les gens ont acheté. Moi je dis, il n'y a pas que ça. Vous savez qu'il n'y avait plus de place dans les hôtels. Et qu'on a dû aller loger des gens à Grand Popo. Oui, Ouida n'est pas si nanti que ça pour accueillir un grand monde. Mais ça veut dire que il y a quand même une forte demande qui s'est exprimée. Et quand vous dites Ouida n'est pas si nanti, c'est parce que Cotonou était déjà plein. Sinon, les gens habituellement ne logeaient pas à Ouida. Donc, même le Sofitel, qui semble coûter les yeux de la tête, était plein comme neuf. Il n'y avait pas de place au Sofitel. Et on a dû loger des gens jusqu'à Porto-Novo. Ce ne sont pas les hôteliers qui viendront vous demander qu'est-ce que les Vodou Days leur ont apporté. Donc, vous voyez, quand vous avez quelque chose à préparer, il y a beaucoup d'argent à gagner au Vodou Days. Et je pense que la culture qu'il faut imprimer désormais dans la tête des Béninois, c'est qu'il faut se préparer à gagner de l'argent pendant les Vodou Days, parce que tout ce que vous proposez sera forcément vendu. Et la question du phare et de la polémique autour. Moi, ma première question, c'est si nous voulons célébrer le vaudou, pourquoi est-ce qu'à l'occasion, nous sommes bien obligés d'aller consulter le phare? Parce que le phare est intrinsèquement lié justement au contexte religieux vaudou. Et que ça fait partie des manifestations évidentes du vaudou. Absolument. Et que c'est normal que lorsqu'on célèbre la culture vaudou, ces manifestations soient visibles. Oui. Donc, qu'on fasse la consultation des phares pendant les Vodou Days me paraît être une chose tout à fait normale. Ces révélations engagent toute une nation a priori laïque.
et que les autres congrégations religieuses avaient aussi le droit de faire leurs consultations et de révéler ce que leurs consultations nous donnent à comprendre. On n'a jamais interdit, quand les christianistes célestes vont faire leur pèlerinage, ce sont des gens qui sont de grands visionnaires et qui voient peut-être un certain nombre de choses, mais c'est que simplement eux... Il n'en faut pas autant de tabac sur la place publique. Ils ne mettent pas ça sur la place publique. Ils ne mettent pas S'ils le mettaient sur la place publique... Ils ne font pas un rapport au chef de l'État ou au gouvernement, je ne sais pas trop quoi. Ils ne mobilisent pas tout, je dois dire, l'appareil presque étatique pour faire ça. Je pense qu'il ne tient qu'à eux de le faire s'ils avaient vraiment l'intention de le faire. Mais l'État prend ce qu'il trouve là où il le trouve. Ce sont les personnes qui consultent le FA, qui disent ce que prédit le FA, qui font tout un rapport là-dessus, et les événements jusqu'à présent n'ont pas encore démenti les prévisions du FA. Donc, nous sommes de culture vaudou. Moi, je me plais à le dire, même si, bon, quelque part, il y en a qui pensent que le dire, c'est renoncer à sa foi chrétienne. Ça méritait l'en fait tout de suite. Non, je suis chrétien catholique, mais je le dis, nous sommes d'essence vaudou. Il ne faut pas le nier. Hein? J'ai dit quelque part que, après, chacun peut se déguiser, hein? Mais le déguisement, aussi beau qu'il soit, ne peut pas contenir votre ADN. Votre ADN, il est dans votre sang. Donc, vous ne pouvez pas renier ce que vous êtes à 100%. Et vouloir reconnaître et dire que nous sommes d'essence vaudou, ça ne nous rabaisse en rien, ça ne nous diminue pas. Au contraire, c'est une culture, c'est une richesse qui s'ajoute à tout ce que nous avions. Donc, que le FA, qui est reconnu dans notre culture comme étant un art divinatoire sacré, soit consulté, et que le pouvoir politique cherche à s'appuyer sur les prédictions du FA, ça n'a rien d'extraordinaire, encore que moi je pense qu'on donne la possibilité au FA de dire ce qu'il a à dire, mais je n'ai jamais encore vu vraiment comment le FA a pu influer sur la politique nationale. Le président de la République ne tient pas grand compte de ça dans la définition de la politique de la nation. Ah oui, c'est vrai que ça a quand même, je dois dire, ce moyen ou cet aspect d'influencer la psychologie, d'influencer l'opinion publique. Parce que les paroles qu'on dit, et vous l'aviez souligné tout à l'heure, que jusque-là, les choses qui ont été révélées à travers la voix du FA ont été peu ou prou, en tout cas prouvées dans, je dois dire, la succession des jours et des événements dans notre pays. Oui. Du coup, c'est un conditionnement aussi. C'est pour cela qu'il ne faut pas mettre ça sur la place publique, étant donné que tout le monde n'est pas, je dois dire, fidèle des vaudous. On peut en discuter. On peut en discuter, mais je pense que quelque chose qu'on met sur la place publique, ça nous évite d'être hypocrites, ça nous évite d'être sournois, et ça nous met face à nos responsabilités et face aux choix que nous faisons. Donc, je considère qu'à partir du moment où c'est mis sur la place publique, ça permet à chacun de tirer ce qu'il a à en tirer. Et comme je vous l'ai dit, le chef de l'État n'est pas lié par ce que dit le vaudou, même si, quelque part, il est tenu d'en tenir compte, étant donné qu'il y croit sans aucun doute, puisqu'il vient s'asseoir lui-même pour recueillir. On l'avait se prosterner devant, en revenant à l'édition dernière. Il y croit, donc oui, je pense qu'il y croit, mais ça ne l'oblige pas, comme je vous le dis, à remanier sa politique nationale et à en tenir compte, ne serait-ce que dans l'aspect qui concerne les autres religions. Le chef de l'État ne se sert pas du FA pour dévaloriser les autres religions, parce que nous savons tous que lorsque les autres religions ont des manifestations spéciales, l'État se déploie également de la même façon pour assurer l'ordre de la sécurité. Et l'étape inévitable, c'est l'étape des interprétations, et chacun devient bokono à sa façon. Moi, je m'attendais très bien à ce que la révélation du signe accouche d'interprétations diverses. On a eu l'interprétation officielle, enfin, quelques bribes officielles liées à l'interprétation, mais on a eu aussi d'autres interprétations, notamment médiatiques, et après sur les réseaux sociaux. Et cette interprétation qui l'a surtout emporté, c'est l'interprétation médiatique. Faut-il appeler les noms? David Kofi Aza a fait son interprétation qui quand même a fait dresser les cheveux sur la tête de beaucoup de personnes. Oui, et je pense que il faut être David Kofi Aza d'ailleurs pour faire ce genre d'interprétation. Comment ça? Parce que je pense que David Kofi Aza
est à la fois dans la peau du Bokono, mais n'oubliez pas que depuis quelque temps, il a un manteau politique. Militant du parti Mouel Bénin. À partir de ce candidat moment, malheureux d'ailleurs. à partir de ce moment-là, moi je ne le vois plus dans un rôle d'impartialité totale. Donc, le FA a dit ce que le FA a dit, chacun l'interprète par rapport à son intérêt. On peut en dire autant alors du professeur Maounion Kakpo, qui est quand même militant du l'EPR et qui est tête de pont, je dois dire, de ce collège de Bokono qui a fait cette consultation. Alors, quelle crédibilité, quelle impartialité, quelle objectivité affectée justement à cette consultation qu'on a faite et dont il nous a livré quelques bribes? Vous vous rappelez que l'année dernière, c'est le professeur Kakpo Maounion qui a été le premier à interpréter le FA, oui. Et que nous avons été parmi ceux qui ont dit non, il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû parce que même si les coordonnateurs, il ne lui revient pas à lui, qui ne peut pas être dans un rôle d'impartialité totale, de venir nous exposer les conclusions du FA. Donc, il faut trouver le mécanisme pour que ceux qui doivent venir nous donner les prédictions du FA et les interpréter soient dans une sorte de neutralité. Sinon, le FA, même si David Kofi Azad dit de manière très claire que c'est un instrument politique, il faut quand même faire les choses de façon à ce que l'intérêt politique soit moins visible dans la consultation du FA. Il faut revoir alors les conditions de nomination au sein du comité des rites vaudou alors. Moi je dis, on peut, même le comité tel qu'il est aujourd'hui n'empêche pas d'avoir un FA tout à fait impartial. Non, mais si on a des acteurs politiques qui sont très influents d'ailleurs dans le comité, il est très clair que les décisions seront influencées. Non, parce que nous avons vu que le FA a été consulté en direct et en public. Donc on ne peut pas tricher avec les signes qui sont apparus. Donc le reste n'est qu'une affaire d'interprétation. Et pour l'interprétation, je pense qu'il faut laisser plutôt la place à ceux qui n'ont pas intérêt à ce que ça aille dans un sens précis. Et les politiques qui s'en sont donnés à cœur joie. On a vu quand même quelques échanges de mots gentils entre acteurs politiques. On va les laisser à cela, mais doit-on dire qu'on dévie déjà sur le champ politique à partir du FA, étant donné d'ailleurs même que c'est un instrument politique, comme l'a dit David Kofi Azad, un instrument politique affecté à l'usage du roi dans l'histoire. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier que nous sommes à une année d'une élection, enfin, des premières élections générales. Une série d'élections. Et que, comme je vous l'ai dit, ceux qui interprètent le FA ont certainement en ligne de mire 2026. Mais voilà donc ce qu'on peut dire un peu du vaudouisme. Déjà, question à se poser, il est très clair quand on se fie en tout cas aux exigences de la Constitution dans son état actuel. Patrice Talon ferme ses 2 mandats. L'année prochaine, il va passer la main à un successeur. Ça peut être un musulman ou un chrétien ou je ne sais plus trop qui. Quelle est, je dois dire, la garantie que vous faites à ces vaudouistes de prospérer au-delà de la personne de Patrice Talon, vous l'aviez souligné, qui aime très bien les vaudous et les vaudouistes et qui travaille à les révéler. On a vu un président dans ce pays à une autre époque organiser une chasse aux sorciers contre justement cette religion. On a vu bien après aussi un successeur lointain à lui organiser les vaudous sans jamais y être. Il s'est arrangé pour être à l'étranger le 10 janvier. Quand on a vu toutes ces gymnastiques-là à travers nos différents dirigeants, est-ce que vraiment on est sûr de la prospérité de cette initiative-là dans laquelle on met beaucoup d'argent? Oui, ça fait partie des raisons pour lesquelles nous devons avoir un plan directeur de notre politique générale et que le successeur vient compléter. Nous n'avions jamais eu ça par le passé. Moi, je plaide toujours pour que nous ayons un plan directeur, que chaque président vient compléter avec ses propres moyens, sa propre vision, mais quelque chose qui existe déjà et qu'on ne peut plus changer radicalement parce qu'on est venu au pouvoir trouver les réalisations qu'un adversaire coriace avait fait et qu'on a besoin de tout balayer pour nettoyer jusqu'à ses traces. Vous voyez, les Vaudou Days, il ne faut pas les percevoir comme une prime spéciale pour rehausser
l'image de la religion vaudou. Ou faire une propagande organisée. De la religion vaudou. Parce que la religion vaudou est différente de la spiritualité vaudou. Ce qui est, dans la spiritualité, il y a esprit. Donc c'est l'esprit du vaudou que nous exploitons. En ce que ça génère de spectaculaire, de culturel, d'artistique, qui permet aux Béninois de vendre quelque chose à l'étranger. Je disais sur ce plateau il y a quelques semaines que c'est dommage que nous n'ayons que la démocratie à vendre. Et d'autant que cette démocratie n'est même plus vendable. Mais qu'est-ce que nous vendons, nous, Béninois, au reste du monde? Il faut bien que nous ayons quelque chose. Le tourisme animalier est devenu une denrée compliquée. On ne peut plus faire du tourisme animalier que comme par le passé. Nous avons une belle cité comme Ouida, qui est une ville historique, qui peut être une cité balnéaire. Et nous avons une culture vaudou qui est très riche et qui peut intéresser le reste du monde. Et d'ailleurs, je pense que d'année en année, on se rendra bien compte à quel point les gens sont très intéressés par ce que génère la culture vaudou. Et ça, je pense qu'il serait très... Enfin, un président ne serait pas très avisé, après Patrice Talon, de considérer que ce n'est pas important. Après Ouida 92, on se rappelle que quand Mathieu Créco est arrivé, il a mis ça en parenthèse. On a créé Gospel et Racine parce que... Pour compenser, vous contrecarrer. Parce que, bon, la foi chrétienne avait pris le dessus. Ce n'est pas une question de foi. C'est une question de culture et une question d'offre et de vente par rapport à la culture que nous avons. Et ça, si on met la foi devant, on trouvera toujours à y redire et on trouvera toujours le moyen de corriger tout ça. Donc, Boni Yaye est arrivé, comme vous dites, il a toujours accompagné la fête du vaudou, mais il a tout fait pour qu'on ne le mêle pas directement à cela, parce qu'il a sa foi. Bon, moi je pense qu'un président d'un pays laïque doit pouvoir s'afficher dans toutes les confessions religieuses, absolument toutes. Et que, au-delà... D'ailleurs, il n'avait pas beaucoup de peine à aller dans les mosquées, Boni Yaye. Oui, c'est pourquoi il avait beaucoup de peine à venir au vaudou. Donc, normalement, ça ne devrait pas être le cas. Parce que sa foi personnelle ne peut pas prévaloir sur les intérêts de la République. Et moi, je dis, les Vaudou Days ont un enjeu, c'est le développement du Bénin. Et face à cet enjeu, aucune foi personnelle ne peut être privilégiée. Au-delà de la fête qu'il faut sauvegarder, peut-être les infrastructures aussi dont a bénéficié Ouida aujourd'hui, même si certaines restent à finir, à achever, il faut bien aussi penser à une politique d'entretien et de maintien pour qu'on n'ait pas des ruines d'ici à là. On sait tout ce que le courant marin peut avoir comme effet sur des infrastructures, que ce soit du béton ou du fer. Et quand j'ai jeté un coup d'œil à ce à quoi ressemble la reine du vaudou, c'est essentiellement de la ferraille au bord de la mer. Je me demande comment est-ce qu'on peut organiser tout cela pour que cela soit maintenu autant de temps que possible, pour qu'on n'ait pas justement à avoir des infrastructures inutilisables d'ici quelques années. Je pense que ceux qui ont été mis à l'œuvre pour construire ça ont certainement donné le mode d'entretien. Et je pense aussi qu'on ne peut pas non plus prévoir l'entretien de ce qu'on construit à grands frais. Par conséquent, je considère que il y a peut-être un contrat sur plusieurs années pour l'entretenir et garder en l'état. En tout cas, je suis sûr qu'à l'approche de l'échéance Vaudou Days, on mettra tout en œuvre pour que tout soit remis à neuf. Une dernière polémique, le temps de fermer les Vaudou Days. Pourquoi Ouida? Parce que chercher Patrice Talon. Oui, bon, enfin, on peut penser ça. Quand on ne veut pas aller très loin dans la réflexion, on peut s'arrêter à ce niveau-là. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une belle ville qui a une histoire, qui a une concentration de temples vaudous, qui est au bord de la mer. Et il faut savoir que le bord de mer est pour les touristes un détail extrêmement important. Ce n'est même pas un détail, c'est une donnée importante.
d'être une ville au bord de la mer. Et ensuite, Ouidah offre le cadre pour installer une cité balnéaire. Donc, à mon avis, il n'y a même pas de polémique. Ouidah est la ville par excellence dans laquelle on doit pouvoir installer un festival. On pouvait aller à Grand Popo. On pouvait aller à Grand Popo. Bon, si la première ville d'ailleurs qui a accueilli touristes et autres venus conquérir le Bénin et toute l'étendue après. Si vous voulez, on aurait pu aussi aller à Grand Popo, mais Ouidah est à l'intérieur du pays. Grand Popo, c'est déjà pratiquement à la sortie. Et installer la cité dont je vous parle là, à Grand Popo, ça aurait posé sans aucun doute quelques problèmes, sans compter que Grand Popo n'est pas une ville de vaudou en tant que telle. Grand Popo n'est pas une ville de vaudou en tant que telle. On a quand même les Minans qui ont quand même leur vaudou, qu'ils célèbrent aussi là-bas. Qui sont principalement à Ného, au Togo. Qui sont principalement à Ného au Togo. Donc les vaudous, c'est quand les musulmans, les gains de Aného font leur fête que Grand Popo a de la chaleur. Grand Popo, voilà. Mais Grand Popo n'a pas de temple vaudou en tant que tel où il y a de la célébration régulière, comme à Ouidah par exemple, où on a différents temples. Donc moi je pense que toute proportion gardée, Ouidah était la ville la plus indiquée pour organiser ces Vaudou Days. Et j'ai vu, contrairement à la polémique qu'il y a eu l'année dernière et que j'avais trouvé assez juste, que beaucoup de Vaudounos sont venus du nord du pays pour les Vaudou Days à Ouidah. On a eu que deux passages, je crois, non, de Vaudounos venus du nord. Je n'ai pas suivi tous les tableaux de Vaudounos venus du nord, mais je vous dis... Il y en a qui sont venus du nord, à peu près 2 dans le tableau, officiel en tout cas. Bon, je sais que les Vaudous venus du nord avaient des manifestations tournantes sur les différentes places qui avaient été retenues, et je pense que c'est ce qui a été fait. Certains ont proposé une célébration tournante. Ça aurait été mieux, non? Ça pourrait aider aussi à faire découvrir le Bénin à l'intérieur. Oui, vous savez, ça fait partie aussi des polémiques. Pourquoi Ouidah et pourquoi seulement Ouidah? Abomey regorge, je dois dire, de l'essentiel de ce qui est vaudou dans la partie méridionale du Bénin. Mais Abomey n'est pas au bord de la mer. Oui, mais Abomey peut accueillir une édition juste comme ça. Non, je vous comprends. Il y a différentes raisons de trouver qu'on peut faire la même chose ailleurs. Mais je pense que, bon, ça ne pose aucun problème particulier et que nous sachions tous qu'une fois par an, nous nous retrouvons tous à Ouidah pour célébrer. Pour 3 jours, pour la fête. Voilà. En tout cas, c'était quand même un très beau rendez-vous. Moi, j'étais sur, je dois dire, une semaine avant, une ou 2 semaines avant. Et puis quand même noter la grande ferveur, la mobilisation à l'intérieur de la ville. Et il y avait, au moment où vous parliez, un certain nombre de travaux qui allaient à grand rythme parce qu'il y avait un petit retard peut-être sur un certain nombre de choses. Et moi, quand je suis allé une semaine avant, je me disais que certains chantiers ne pourrait jamais être achevé livré à l'heure. Et pourtant, tout était... Ils y sont allés, oui. Et surtout l'organisation, franchement, ce fut un grand coup tenu à l'occasion. On a même observé quelques détails, même pour le ramassage des ordures, même pour veiller à la propreté de la ville. Des jeunes avaient été mobilisés avec des sacs en main. J'ai été totalement surpris que pendant qu'il y avait toute cette foule-là à Ouidah, il n'y avait pas de déchets. Absolument, qui traînent par terre. C'était un modèle absolument. Faut-il le saluer en passant. On va passer à notre sujet. Pendant que justement on manifestait la magnificence des dieux vaudous, des vaudous tout court, et que le public était focalisé à admirer justement ce grand rendez-vous national et international, et ben, les djihadistes ont choisi justement le premier jour des débuts de manifestations officielles pour frapper le Bénin, et ça durement. Le Bénin n'a jamais été éprouvé jusqu'à cette hauteur-là. Par le passé, 30 personnes à peu près ont perdu la vue dans le rang des militaires béninois. Comment est-ce que vous avez eu le choc? C'était un véritable choc parce que quand même 30 personnes ont été tuées et ce sont pour la plupart des jeunes. Très jeunes. Et non, ça ne pouvait pas laisser indifférent parce que c'est comme si ces jeunes étaient un peu comme de la chair à canon qu'on est allé jeter en pâture à des djihadistes.
D'autant que par la suite, nous avons su que bon, il y avait eu des erreurs de défaillance humaine. Mais on a l'impression que le timing était bien choisi pour endeuiller les Vaudoudaise et neutraliser les efforts qui avaient été faits. Et je pense qu'il est de bon ton de dire que d'avoir résisté à cette douleur et d'être resté debout pour faire les Vaudoudaise de bout en bout a été un des points marquants. On aurait pu faire une pause, non, pour ne serait-ce qu'une minute de silence, ne serait-ce que, je ne sais pas trop quoi, revoir le chronogramme, revoir les programmes, revoir les manifestations, etc. Ne serait-ce que pour permettre à la nation de se concentrer sur sa douleur. Vous savez que les personnes qui font ce genre de choses ne visent que ce que vous dites là. Et quand vous le faites, ils ont le sentiment d'avoir atteint leur objectif. Ils veulent vous mettre à genoux. Si vous refusez de vous mettre à genoux, ils sont contrariés. Ils se disent, mais on a fait tout ça pour ça. Tout ça pour presque aucun effet. Ils sont contrariés. Donc, il ne faut pas donner le sentiment à ceux qui veulent nous mettre à genoux qu'ils ont réussi. Et comme je dis, tout ce qui doit être fait a été fait. Ce que nous n'avons peut-être pas fait et que certains déplorent, c'est que nous n'avons pas arrêté pour pleurer un instant sur les cadavres de nos frères. Mais dans les grandes douleurs, parfois on s'abstient de pleurer et on s'arme de détermination pour aller encore plus loin. Je pense que on ne tape pas sur des tambours en ce moment, on ne tape pas sur, enfin on n'applaudit pas, on ne rit pas aux éclats en ce moment précis. On n'arrête pas tout. On n'arrête pas tout. Dans tous les pays où il y a des attentats, même aux États-Unis, en France, surtout quand il y a eu le Bataclan, il y a eu le 11 septembre, non, le pays ne s'arrête pas. On continue pour montrer à ceux qui essayent de vous mettre à genoux qu'ils n'ont pas réussi. Mais après, on peut faire des hommages solennels. On peut faire, au cours des cérémonies d'inhumation du moins, on peut rendre hommage comme il se doit aux personnes qui ont donné leur vie pour nous sauver. Mais déjà sur le coup, la propagande de ceux qui ont fait le coup tient compte de tout ce que vous avez comme faiblesse et ils considèrent qu'ils vous ont touché quand vous avez les larmes aux yeux et que vous leur montrez que vous avez les larmes aux yeux. Vous voyez ? Mais c'est ça aussi qui fait que parfois on nous demande à nous, hommes des médias, de ne pas relayer systématiquement et à tout propos les choses qui... Ce sont les djihadistes eux-mêmes qui ont commencé par relayer des images de cette attaque. Mais nous, à l'intérieur, nous avons pris aussi le relais. C'est leur jeu que nous avons fait. S'il n'y avait pas eu d'écho du tout dans la presse ou ailleurs de ce qu'ils ont fait, je vous assure... On ne peut pas se taire quand même sur ce drame. C'est une culture, c'est parce que nous ne sommes pas un pays qui connaît souvent ce genre de situation. Les pays dans lesquels on connaît ce genre de situation d'habitude, on s'abstient, on ne fait rien. On ne fait rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait du droit du public, le droit constitutionnel du public, à avoir l'information la bonne et la vraie? Mais la direction de l'armée a fait un communiqué. Qu'est-ce que le public veut? Le public est morbide ou bien il est macabre? L'information, c'est quoi? C'est que 30 nos valeureux soldats sont morts. C'est en publiant leurs photos que nous donnons une information plus juste. Non, en cherchant à comprendre dans quelles circonstances c'est arrivé. C'est en polémiquant. C'est en cherchant à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est en cherchant à savoir qui en est le responsable, qui n'a pas bien réfléchi, qui ne s'est pas réveillé très tôt le matin, ou qui a dormi un coup, etc. Attendons d'avoir les résultats plutôt que de polémiquer dans tous les sens. C'est ça que je vous dis. Quand on polémique dans tous les sens, on donne raison à ceux qui ont fait le coup. Donc, il ne faut pas polémiquer. L'état-major s'est réuni récemment et ils ont pu constater les défaillances là où il y en avait. Ils ont décidé d'un certain nombre de choses. Bon. Et ils nous ont donné encore l'information. Donc, c'est l'information que le public voudrait avoir. C'est l'information c'est de l'information morbide. Et ça, nous ne pouvons pas non plus donner flanc à ça parce que c'est pas bien. C'est pas bien. L'information, c'est que nos valeureux soldats sont tombés. Et ça, alors qu'ils ne s'y attendaient pas. On a reçu l'information, ça suffit. Quelle polémique
faut-il y avoir autour? Le chef de l'État n'a pas fait ci, le chef d'état-major n'a pas fait ça, tel a publié une lettre qui n'était pas bonne. Vous voyez, le réflexe que nous avons aujourd'hui, et peut-être nous allons en venir dans le 16 janvier, je ne sais pas si nous aurons le temps, le réflexe que nous avons aujourd'hui n'est plus celui de faire bloc lorsque le pays est attaqué. Hier, c'était le cas. Pour le 16 janvier, par exemple. Les acteurs politiques nous ont profondément divisés. Et c'est exactement cela que je vous dis. Aujourd'hui, on ne fait plus bloc. Lorsque le pays est divisé, nous cherchons les ennemis à l'intérieur. Si ce n'est pas le chef de l'État, c'est le chef d'état-major général qui n'a pas bien fait son travail, ou bien c'est tel patron d'unité. Vous voyez, c'est pas bien parce que... On peut quand même opiner quand quelque chose... Ce n'est pas une affaire d'opiner, mais c'est d'avoir l'esprit patriotique qui nous interdit de commencer par nous chamailler d'abord avant de regarder l'ennemi qui est en face, parce que l'ennemi n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. On a vu quand même les hauts gradés de l'armée se réunir, se concerter et chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et officiellement, on a quand même appris qu'il y a quelques défaillances, notamment liées justement à la présence et à la veille humaine, mais aussi qu'il y a eu un manque de collaboration avec les pays limitrophes, le Burkina Faso, le Niger. Comment est-ce qu'on peut avoir été... je ne sais pas moi, autant confiant dans un contexte diplomatique et sécuritaire aussi difficile avec nos voisins? On devrait s'y attendre, non? Le fait qu'on ait en veille nos relations avec le Burkina et le Niger. Les relations diplomatiques dont vous parlez n'empêchaient pas la coopération militaire. Ah oui. Parce que c'est toute autre chose. Les militaires se parlent. Les militaires se parlent. Et je pense qu'il est arrivé certainement un moment où, en face de nous, il y a eu des gens qui n'étaient plus tout à fait en phase avec nous par rapport à un certain plan qu'il y avait avant le coup d'État. Et même après le coup d'État, nos militaires ont pris langue avec les militaires étrangers. Donc, il y avait une sorte de gentleman agreement. Enfin, on s'était entendu sur un minimum. Et puis, je ne sais pas si la situation politique qui s'est dégradée a fini par déteindre sur la coopération militaire, mais... Cela va de soi, non? Quand on sait que ces deux militaires à la tête de ces deux nations-là, un capitaine par ici, un général par là, un général même qui a poussé le bouchon un peu plus loin dernièrement, en portant par lui-même et par sa propre voix des accusations assez claires, avec des chiffres bien précis sur des détails matériels concernant justement les accusations. Quand on a ces postures-là, on ne peut pas se dire que les militaires continuent de se parler et qu'ils se font confiance. Oui, et de toute façon, comme vous dites, les résultats sont là et les résultats ne sont pas que qu'au désavantage des Béninois. Il y a évidemment du fait qu'on ne se parle plus. Vous avez vu que c'est dans la région justement où les trois pays partagent un espace géographique. Que ça s'est passé. Et donc c'est normal que tant qu'on ne se parle pas dans cette partie-là, eh ben, il y aura toujours des problèmes. Si l'état-major du Bénin a noté qu'il y a nécessité à reprendre langue avec les autres, c'est tout à fait heureux. Et je pense que quelles que soient les crises politiques, les militaires devraient pouvoir se parler, parce que le mal est le même partout, qui ronge nos trois pays, et sans un accord de coopération pour travailler ensemble, aucun pays par lui-même et à lui tout seul ne peut arriver à venir à bout du terrorisme, d'autant que quand ils fuient notre pays, ils vont dans les pays voisins et qu'ils partent de ces pays voisins pour venir nous frapper et repartir. Donc je pense qu'il est nécessaire effectivement qu'ils se parlent, quel que soit le mécanisme à chercher, il faut le trouver pour que les militaires soient là. Et surtout éviter que les guerres diplomatiques et politiques détaillent fondamentalement sur la coopération militaire, qui est une nécessité absolue. Absolument. On devrait avoir une profonde pensée pour tous ces frères béninois, à tomber l'arme à la main sur le terrain et au front, avoir vraiment une pensée de solidarité vis-à-vis de leur famille et exhorter l'opinion publique nationale à quand même tenir bon face à la douleur infligée par ces terroristes. On va finir par le sujet sur l'agression du 16 janvier 1977. Aujourd'hui, ça fait quand même 48 ans exactement que une poignée de mercenaires conduits par le tristement célèbre Bob Denard avait lancé l'opération Crevette, où un avion atterrissait à Kadiaou à Cotonou pour
pour, avec adjectif donc, remettre en cause, je dois dire, le pouvoir de Mathieu Kérékou. 48 ans après, on s'en souvient. Est-ce que c'est encore utile de se rappeler de ça? Il faut laisser les enfants en faire une ou deux leçons dans les classes de ceux de Siam 2, ça va, non? Est-ce que les enfants font même une leçon encore? Ah ben, je ne sais plus, hein? Ils ont changé probablement. Je crois que la journée des martyrs a fini par se transformer en journée de souvenir. Le souvenir est devenu diffus et on ne sait même plus trop à quel souvenir s'accrocher quand on parle de journée de souvenir. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui ne savent même pas du tout de quoi on parle lorsqu'on parle du 16 janvier. Donc c'est une page de notre histoire que nous avons laissée fuir de notre mémoire collective, et je trouve que c'est déplorable parce que c'était une leçon mémorable de patriotisme que notre peuple avait donné au monde, et il était important que nous continuions de perpétuer cet exemple-là pour montrer que à l'impossible, à cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible, et que quand il y a un danger et que tous les fils du pays se mettent ensemble, n'importe quel agresseur finit par fuir, parce que Bob Denard n'avait jamais échoué auparavant avant de venir au Bénin, se casser les dents. Donc, cet élan patriotique que nous avions à l'époque, nous l'avons perdu. Et nous ne l'avons pas perdu parce que nous enseignons mal le patriotisme à nos enfants. Nous l'avons perdu parce que plus personne ne parle de patriotisme. Nous l'avons perdu parce que plus personne ne considère que le Bénin passe avant tous les intérêts. Nous l'avons perdu parce que nous ne fabriquons plus nos héros. Les héros, ça se fabrique. Ça se fabrique. Quand nous on était petits, il n'y avait aucun héros qu'on enseignait comme Bioguera, comme Kaba, comme Béanzin. C'est la révolution marxiste de Kérékou qui a fabriqué ces héros-là pour nous donner des modèles. Donc, si en 1977, il y a eu des valeureux enfants du Bénin qui sont tombés les armes à la main en essayant de sauver la patrie et qui ont versé leur sang, il faut que leur souvenir reste dans nos mémoires. Donc, il y a eu la place qui a été débaptisée. Il paraît qu'on dépose encore... déjà. Je n'en sais rien. Oui, je crois. En tout cas... Mais toujours est-il que on ferait mieux de ne plus rien faire du tout, parce que ça n'a plus de valeur significative. Plus personne ne se sent interpellé par cette journée, par le souvenir de cette journée. Et les martyrs qu'il y a eu ce jour-là, dont tout le monde avait les noms en mémoire, parce qu'il y avait des chansons qui reprenaient leurs noms en boucle sur les radios. Ces chansons n'ont pas disparu de toutes les bandes. Ces chansons existent encore. Qui les joue encore? Même le RTB ne les joue plus. Et pourtant, ces héros ont un nom. Ils ont été identifiés. Ouais? Donc, si nous vivons mal les souvenirs de cette nature-là, ne soyons pas étonnés que les enfants n'aient aucun modèle, ne soyons pas étonnés que les enfants ne considèrent plus la patrie comme une priorité. Est-ce que c'est pas parce qu'on a eu cette mobilisation parce que peut-être on était dans un contexte militaire, on était dans un contexte révolutionnaire et que la mobilisation populaire, la masse populaire était donc, je dois dire, mobilisée autour d'idéaux fondamentaux lié justement à la vision qu'on inculquait aux militaires. Avec la démocratie, on sait que chacun s'occupe de ce qui le regarde. Les militaires dans les casernes avec les armes, et quand la patrie est en danger, ils sortent. Et puis la politique, les chamailleries politiques, comme dirait quelqu'un, et les citoyens vaquent à leurs occupations. Je crois que chacun est dans son rôle. Autre temps, autre mœurs. Oui. Mais vous voyez bien que les résultats de nos chamailleries et de notre démocratie tendent à mettre la patrie complètement en rade. On oublie complètement l'enjeu principal qu'est le Bénin. Dans ce que nous faisons aujourd'hui, l'enjeu principal, ce n'est plus le Bénin. Comment on fait pour revenir à tout ça? Chacun essaye de tirer les marrons du feu. Et comment on fait pour revenir à tout ça? Je vous l'avais dit une fois sur ce plateau. À l'instruction, il faut ajouter l'éducation. Il faut éduquer nos enfants. Nos enfants doivent savoir comment on se comporte en tant que citoyen. Comment on se comporte par rapport au bien public. Comment on se comporte par rapport à un poste de responsabilité lorsque vous êtes nommé. Nos enfants ne savent pas ça. Chacun essaye de tirer sa marron du feu partout, en toutes circonstances. Et tout le monde se dit, c'est mon tour de prendre, et on prend et on s'en va. Nous n'avons pas été formatés
pour développer notre pays. Et d'autre part, nous n'avons pas été formatés pour travailler ensemble à développer le pays. Lorsque vous mettez 3 Béninois ensemble pour développer une entreprise, au bout de quelques années, elle finit par devenir la propriété d'une seule personne. Ensemble, ils n'arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Vous voyez? Donc, comment 13 millions de personnes pourraient-ils se mettre ensemble pour regarder dans la même direction si on n'a pas cette culture? Donc, il faut que l'éducation soit centrée sur 2 choses. 1, conditionner les enfants à produire du développement et les conditionner ensuite à travailler ensemble à produire du développement. Le temps il est complètement parti. C'était donc le premier numéro de ce qu'il fallait démontrer. Alice Carlos, ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce premier numéro de votre émission qui décrypte l'actualité, l'analyse, l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, on a parlé de Vaudondéis, on a évoqué ce drame assez difficile, intervenu le 8 janvier dernier, avec la mort d'une trentaine de militaires. On a évoqué aussi justement ce souvenir de l'agression du 16 janvier 1977. Merci d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien.